J'allais dire sans transition à tort, puisque on l'a dit tout à l'heure, nos intervenants précédents se sont déjà projetés sur la situation actuelle. Merci à eux. Mais on va poursuivre ce travail de prospective ou d'inventaire des nouvelles initiatives en émergence, qu'elles soient institutionnalisées ou pas, et on va le faire à travers un exposé, on pourra le dire comme ça, à deux voix, celle d'Agnès Golfier, que vous connaissez sans doute tous. Elle est responsable des programmes thématiques à France Volontaire. Vous allez, Agnès Golfier, nous aider à y voir un peu plus clair par rapport à cette diapositive, délibérément floue, et elle expliquera pourquoi. Et puis, je la présenterai plus en détail, Julie Godin, qui nous vient de Belgique, de l'Université de Liège et aussi de Paris. Vous travaillez au sein de cette université pour votre thèse. Et nous allons élargir ce travail d'inventaire en rendant compte à travers vous d'autres initiatives à travers le monde. Et on va essayer de voir comment on peut mettre tout cela en musique. Sans plus tarder, la parole à Agnès Golfier pour élucider le mystère de cette diapositive. Donc, bonjour à tous. Alors effectivement, le texte qui est affiché ici n'est pas très lisible pour deux raisons. La première, c'est que vous le connaissez sans doute par cœur, puisqu'il s'agit de la Charte des volontariats internationaux d'échange et de solidarité. Et si ce n'est pas le cas, vous l'avez dans vos pochettes. Voilà. Alors, je vais donc prendre quelques minutes pour expliquer ce qu'est cette initiative, ce qu'est cette charte. Le texte qui est affiché ici, c'est une version renouvelée d'un texte qui a été écrit en 2009, au moment de la création de la plateforme France Volontaire, et qui est issu d'une initiative entre le ministère des Affaires étrangères et les associations françaises se reconnaissant dans les volontariats internationaux d'échange et de solidarité. Il s'agit en fait d'une quarantaine d'associations françaises qui ont adhéré à cette charte en 2009 et qui ont refait cette adhésion l'année dernière. Cette année, pardon, excusez-moi. Alors, pourquoi cette charte ? Donc, là, on va repartir de ce qui a été dit juste avant. En 2009, on est à un moment où le terme de volontariat a été inscrit dans les lois, donc en 2005, avec la loi du volontariat de solidarité internationale, mais également en 2010, la loi relative à l'engagement de service civique. Ce sont des lois qui ont été portées par des acteurs de la société civile, pour celle de 2005, notamment par le CLONG Volontariat. Donc le CLONG, c'est le comité de liaison des ONG de volontariat, qui est constitué d'acteurs de la solidarité internationale et de l'humanitaire, et qui ont voulu donner des principes importants encadrant le volontariat long, et plutôt, disons, proche de ce qu'on a pu évoquer jusque-là avec les VP. Donc, le terme de volontariat est assez cadré, inscrit dans les lois, mais il y a également d'autres types d'engagements. Quand on parle de 2009, il y a d'autres types d'engagements qui sont encadrés par des dispositifs. Donc, on peut parler du congé de solidarité internationale qui est décrit dans un arrêté de 1996, mais également des dispositifs qui soutiennent les chantiers de solidarité internationale, donc les dispositifs de JSI, VVVSI, donc ça fait beaucoup de sigles, mais JSI, c'est Jeunesse Solidarité Internationale, qui a été mis en place en 1997. Mais ces dispositifs ne portent pas le terme de volontariat. Alors, le constat en 2009, c'est qu'il existe ces cadres, ces dispositifs, mais il existe aussi de nombreuses initiatives qui sont assez proches qui relèvent de l'engagement volontaire, mais qui ne sont pas forcément inscrites dans ces dispositifs. Il y a une diversité des acteurs.
Si vous faites l'exercice aujourd'hui d'aller taper sur un moteur de recherche le terme soit de volontariat, soit de mission humanitaire, qui est le terme le plus connu du grand public, on trouve sur une dizaine de réponses sur la première page, on trouve 7 structures, entreprises ou associations qui vont vous proposer effectivement une mission humanitaire en vous disant vous voulez partir, quelles que soient vos compétences, c'est possible. Et c'est possible comment ? Par une forme de prestation souvent payante. Prestations selon vos envies, selon la durée que vous voulez consacrer à cet engagement. Donc, tout le terreau de l'engagement dont on a parlé jusque-là, il trouve des moyens dans ces initiatives qui sont à côté des dispositifs existants. Donc, ce n'est pas forcément tout ce dont on va parler aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est de savoir que ça existe et que donc en 2009, les acteurs historiques se sont dit, c'est important face à cette diversité de montrer que on a travaillé jusque-là sur des cadres, on a travaillé sur des dispositifs parce qu'on pense qu'il y a des principes qui sont fondamentaux pour la réalisation d'engagements volontaires porteurs de sens, porteurs de qualité, à la fois pour les individus, mais aussi pour les organisations, en France comme à l'étranger. Du coup, cette charte, elle a été écrite donc, de façon collective, et elle vise non pas à créer une norme, vraiment ça a été un désir de ne pas créer de label, de ne pas être excluant, de ne pas être normatif, mais d'être plutôt dans une démarche inclusive et une démarche porteuse de qualité, d'amélioration des pratiques. C'est inscrit au début de cette charte, c'est écrire des guides, enfin donner des guides pour améliorer la qualité, la richesse des engagements. Donc encore une fois, c'est une dynamique, une démarche collective, inclusive. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail, cette démarche, elle est portée par une diversité d'acteurs. Donc on en a déjà cité quelques-uns, donc des acteurs humanitaires, des acteurs de volontariat long, des associations confessionnelles comme laïques, des associations d'éducation populaire, des associations qui ont porté jusque-là les chantiers. Donc on pense notamment au collectif Co-Travaux, issu de la Première Guerre mondiale et visant à favoriser des démarches de paix, de rencontre entre les peuples par leur jeunesse. Également des associations de seniors qui promeuvent l'engagement des retraités, mais aussi des associations qui travaillent plus sur l'éducation au développement. Ces associations, elles travaillent sur des engagements de types différents. Donc c'est ce qui est rappelé dans la première page de cette charte. Il y a eu un effort de typologie en fait, des types de volontariat. Donc je les cite. Volontariat d'initiation et d'échange, donc qui vise vraiment à se familiariser aux réalités de la solidarité internationale, de l'interculturel, à rencontrer d'autres qui sont différents mais qui ont tout aussi envie d'agir pour la communauté. Volontariat d'échange et de compétences, donc voilà, qui peuvent être plus courts et plus aussi apportant une expertise, échangeant des expertises entre différents pays. Et ce qu'on a appelé volontariat de coopération, d'appui au développement et d'action humanitaire qui se rapproche de ce qui est porté notamment par le CLONG et le volontariat de solidarité internationale. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette charte, de ce fait, en distinguant ces familles, elle étend le terme de volontaire, qui était jusque-là très spécifique à des statuts, elle étend à des engagements bénévoles. Donc on est proche du terme volunteer en anglais qui couvre le bénévolat et ce que nous, Français, entendons par volontariat. Alors, si on va plus loin dans le contenu, cette charte, elle met en avant des fondamentaux, des principes fondamentaux. Donc il y en a 7
qui sont mises en avant. 2 qui portent plus sur les pratiques de coopération internationale, donc le principe de partenariat. On estime que des engagements volontaires ont leur sens au sein de relations de partenariat entre organisations, avec un échange équitable, respectueux des spécificités et des cultures des uns et des autres, dans une dynamique de solidarité internationale, donc en faveur des populations défavorisées. Autre principe, celui de réciprocité, des échanges et de personnes et de pratiques. Et puis 5 autres principes qui portent sur l'accompagnement des personnes, donc des volontaires, autour de, alors je les cite, l'orientation des publics, afin que les personnes puissent choisir, entre guillemets, en connaissance de cause, mais aussi en ayant un peu fait le tri dans leur motivation et afin de mettre du sens dans leur engagement. Un principe d'accessibilité, puisque c'est aussi un des éléments de critique qui peut être fait à certains dispositifs. Un principe de sécurité, garantir une sécurité, une couverture sociale aux personnes, et un cadre évidemment sécurisant dans des situations qui peuvent parfois être complexes. Garantir une préparation, ça c'est des éléments forts qui ont été inscrits dans les lois qu'on a citées avant. Donc préparation à l'interculturel, aux réalités de la solidarité internationale, à un moyen de comprendre les enjeux dans lesquels on se situe en tant que personne quand on part en volontariat. Et un principe aussi d'appui au retour des personnes afin qu'elles puissent trouver des éléments de réinvestissement dans un parcours citoyen dans leur pays quand elles reviennent de cette expérience. Donc pour conclure, ce qui est intéressant dans ce texte, en fait, c'est notamment ce qui est mis en avant, l'idée que les volontariats sont une face, un visage humain de la coopération internationale. Et c'est ce que je pense, ce qui va être développé juste après, c'est vraiment aussi quelque chose dont les initiatives populaires se réclament. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces principes mis en avant par des grandes structures, disons en termes de taille, les grandes structures qui ont adhéré, qui ont participé à l'écriture de ce texte, sont parfois compliqués à mettre en œuvre parce que ces structures sont des têtes de réseau, qu'elles ont parfois du mal à diffuser l'information en fait, aussi au sein de leur propre réseau. Et on se retrouve parfois avec des petites structures qui portent ces valeurs-là, mais qui n'ont pas forcément connaissance de l'initiative de la charte et qui finalement sont parfois presque plus pertinentes. On n'est pas dans un concours, on l'a dit, on est dans une démarche inclusive d'amélioration des pratiques, mais qui sont parfois plus pertinentes que des gros réseaux. Donc il y a encore un gros challenge de faire de cette charte un outil rassembleur pour des initiatives qui ne sont pas dans les associations qui l'ont portée jusque-là et dont Julie va parler à présent. Voilà, il y a un besoin de rafraîchir, de continuer cette dynamique autour de cette charte. Voilà. Voilà, alors, bonjour à tous et à toutes. Je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans le cadre de ces 2 journées de débat. Alors, effectivement, donc, comme l'a dit Agnès, donc, à côté des grandes ONG, de nombreux citoyens décident de s'engager pour la solidarité internationale en créant leur propre association au niveau local. Alors, sur base de mes recherches doctorales donc, menées en Belgique et en Nord-Pas-de-Calais, avec un terrain au Sénégal. Donc, je vais amener quelques pistes de réflexion ou de questionnement sur donc, ces engagements volontaires, enfin, ou en tout cas statut bénévole, mais on va ici parler quand même d'engagements volontaires organisés ou du moins qui transitent par ces initiatives populaires de solidarité internationale. Donc, je vais revenir sur le terme et l'acronyme donc IPSI qui va nous suivre tout au long de la présentation. Donc sur ces pratiques de volontariat qui ne s'intègrent pas dans le dispositif de volontariat institué tel que Agnès les a présentées.
Alors j'ai volontairement ici décidé de mettre en avant des éléments plutôt concrets issus de mon terrain et de laisser donc de côté certains aspects théoriques, voilà, parce que le temps ne me le permet pas, et pour susciter donc le débat à la suite de ma présentation. Alors très brièvement, je vais revenir donc sur la notion d'initiative populaire de solidarité internationale, les caractéristiques de ces associations, donc très brièvement, donc de manière un petit peu simplificatrice évidemment, pour ensuite vraiment rentrer dans le cœur du débat et donc venir donc parler des dynamiques et des enjeux des pratiques de volontariat qui sont organisées au sein des IPSI. Et terminer par l'illustration d'un exemple concret venu du Sud, qui est celui de l'expérience donc, du comité de suivi des porteurs de projets qui a été mis sur pied par la région de Saint-Louis au Sénégal. Alors, donc, les initiatives populaires de solidarité internationale, ce sont des associations dont l'objet social principal est l'appui au développement dans les pays du Sud, mais dont le budget annuel est inférieur à 100 000 €, et même dans les faits, en général, bien en deçà. Ces associations ont donc un accès plutôt restreint au financement public, que ce soit en raison de leur budget ou par volonté de rester dans une forte autonomie, et fonctionnent majoritairement sur fonds propres. Elles sont le fruit d'un travail bénévole et sont implantées au niveau le plus local. Alors s'intéresser à ces petites associations, c'est mettre l'accent sur l'initiative de simples citoyens. Et donc, c'est vrai que dans le cadre de ma thèse, j'exclus en fait de cette catégorie les pratiques solidaires qui sont conduites par des organisations ou des institutions, comme les écoles, les syndicats, les mutuelles, les mouvements de jeunesse, etc. Ce qui ne préjuge pas évidemment de l'intérêt de s'intéresser à ces acteurs qui ne sont pas spécialistes de la coopération au développement, mais qui s'y investissent aujourd'hui. Par ailleurs, une petite précision peut-être, c'est que dans les IPSI, donc, on inclut les associations portées par des personnes issues des migrations. Mais là, dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, je n'aurai pas l'occasion donc, de mettre un accent particulier là-dessus. Mais voilà, c'est bien de le souligner. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'initiative populaire de solidarité internationale? Donc là, je ne fais pas référence, par exemple, à l'éducation populaire. Donc je vais y venir. Mais effectivement, par exemple, aux Pays-Bas, les chercheurs parlent d'initiatives de particuliers. En France, on parle plutôt de porteurs de micro-projets ou d'associations locales de solidarité internationale. Donc tous ces termes, dans le fond, désignent la même réalité, même si, en fonction des contextes étudiés, les contours fluctuent quelque peu. Donc nous, en Belgique francophone, on a recours donc à cette notion de populaire simplement parce qu'elle ouvre un certain nombre de questionnements qui touchent à la participation du citoyen dans la coopération internationale, à la question d'une éventuelle réappropriation d'un espace qui serait distinctif à l'aide instituée, à une éventuelle démocratisation des pratiques de coopération, et aux éventuelles dérives populistes aussi que comportent ces pratiques d'aide privée. Puisque effectivement, l'engagement associatif pour le Sud ne date pas d'hier, a été étudié en long et en large. Donc l'intérêt d'étudier les IPSI aujourd'hui, ce n'est pas les étudier en tant que tels, mais pour les enjeux qu'elles permettent de révéler sur le secteur, sur les pratiques des acteurs non gouvernementaux, à la lueur des débats actuels sur la professionnalisation et sur le renforcement de son efficacité, sur le renforcement de l'efficacité de l'aide. Alors la dia suivante, je l'ai quand même laissée juste pour que vous ayez en tête les éléments, mais je n'aurai pas le temps ici de développer cette question. Mais donc quand on étudie les IPSI, on est effectivement rapidement confronté à deux difficultés. La première, c'est leur identification. Donc où est-ce qu'on place le curseur entre IPSI? Donc à partir de quand est-ce qu'on est une IPSI? À partir de quand est-ce qu'on devient un acteur professionnel? Qu'est-ce qui fait qu'on est reconnu comme professionnel ou non? Et la deuxième question, c'est la question du recensement. Donc comment est-ce qu'on recense toutes ces associations? On a des données effectivement au niveau national et au niveau des bases régionales, mais qui sont assez difficiles à articuler en raison des méthodologies employées, en raison aussi du caractère assez mouvant de ces petites associations qui se créent et meurent très rapidement. Donc voilà, donc juste ici quelques chiffres et juste pour que vous ayez en tête les éléments sur lesquels on pourra revenir par la suite. Alors maintenant, on va entrer donc, voilà, dans le cœur du débat. Donc, quelles sont finalement les dynamiques de volontariat à l'international qui sont organisées par les IPSI? Quels sont les enjeux qui tournent autour de ces dynamiques? Alors, à ma connaissance, les IPSI ont été très peu étudiés sous cet angle. C'est principalement sous l'angle donc des motivations des responsables à s'engager par la création d'une nouvelle initiative,
On s'intéresse aussi beaucoup à l'efficacité des projets d'appui au développement en tant que tels, au renforcement du rôle des IPSI en tant que vecteur d'éducation-développement au niveau le plus local, donc pouvant servir d'une base sociétale pour les ONG, les grandes ONG, sur la relation des IPSI au pouvoir public. Toutes ces questions, ce sont celles d'ailleurs que j'aborde dans le cadre de ma thèse. Mais voilà, l'expérience de recherche confirme, donc effectivement, les IPSI permettent à des personnes désireuses de vivre une expérience de volontariat à l'international de partir sur le terrain, et ce donc en dehors des structures ou des dispositifs institués. De plus, le nombre de ces engagements à l'international ne semble pas négligeable au niveau des territoires. Alors comment est-ce que ces activités d'échange et de volontariat apparaissent dans le cadre des IPSI ? Peut-être qu'il faut rappeler très brièvement au départ que la création d'une IPSI est souvent le fruit du hasard et des circonstances. Le cas le plus illustratif peut-être, ce sont les IPSI qui se créent à la suite d'un voyage touristique, où donc voilà, suite aux rencontres réalisées sur le terrain, aux observations qu'on a pu faire, on a envie d'agir et de faire quelque chose pour ces gens qu'on a rencontrés. Et donc, au départ, en tout cas, de l'initiative, on a un engagement qui est très ancré dans l'expérience vécue par les fondateurs, avec cette envie d'agir directement, concrètement et rapidement. Et donc ce primat qui est accordé à l'action structure fortement la forme que prennent les actions qui sont mises en place par les IPSI et la place que l'appui au développement va conserver dans ces activités, au détriment parfois donc d'un investissement réel dans l'éducation au développement et dans des actions de plaidoyer. Et donc, on remarque tout autant que peu d'IPSI se spécialisent, ou du moins se forment, dans l'activité d'envoi de volontaires, sauf pour des cas très spécifiques que j'ai en tête. Et donc, c'est plutôt au gré des demandes, qui sont d'ailleurs plus nombreuses, de plus en plus nombreuses, qu'elles investissent progressivement cette activité et qu'elles ouvrent des opportunités d'engagement à l'international. Et donc, comme pour la création de l'IPSI, c'est un peu le hasard, finalement, qui permet par le bouche à oreille, très souvent, à des jeunes, à des salariés, en tout cas au début, à des jeunes, à des salariés, à des retraités, de réaliser une mission ou un échange dans le cadre d'un projet mené par une IPSI. Alors les formes sont très diverses. À première vue, les engagements sont variés et consistent généralement en des missions courtes qui reposent largement sur la contribution des personnes qui partent. Les IPSI, donc pour la France, sont principalement actives en Afrique, avec une forte proportion au Sénégal, au Burkina, mais aussi au Mali ou encore à Madagascar, mais également évidemment au Proche-Orient, en Asie et en Amérique latine. Le plus souvent, elles apportent un soutien financier à des projets qui sont menés avec leurs partenaires dans les domaines de l'enfance, de la santé, des infrastructures de base et de l'agriculture en quatrième lieu. Alors, suite à nos recherches, à mes recherches, donc, on voit effectivement une diversité de formes au sein des volontariats qui transitent par les IPSI, mais qui recoupent effectivement celles qui sont organisées. On peut classer les volontariats selon, par exemple, le type d'engagement, donc l'envoi de groupes de jeunes, l'envoi de volontaires sur une durée de 3 à 6 mois, de 6 mois à 1 an, l'accompagnement d'une mission qui est très fréquente, les échanges ponctuels de compétences et les stages. Le profil des volontaires est tout aussi diversifié, les jeunes, les salariés, les retraités, avec un angle, une insistance sur les jeunes et les retraités, puisque aussi au sein des IPSI, on a de nombreuses associations qui sont créées par des personnes qui n'ont plus d'activité professionnelle, qui sont retraités. Et donc l'activité d'envoi a un caractère récurrent ou aléatoire selon les cas étudiés. Mais dans tous les cas, la mission du volontaire ou du groupe de volontaires se réalise en lien avec les projets de développement qui sont initiés localement dans le Sud. Mais comme nous allons le voir, cela ne garantit pas que l'expérience soit utile à la fois aux volontaires et aux personnes qu'ils côtoient sur le terrain. Alors si on regarde les forces et les faiblesses des IPSI et ce qu'elles représentent pour les potentiels volontaires, donc les forces dans un premier temps, après c'est vrai que je vais un petit peu peut-être insister sur les faiblesses, mais dans le sens d'opportunité, d'évolution ou de réflexion pour les acteurs. Alors donc d'un côté, les IPSI, donc, comme je l'ai déjà évoqué, ont un ancrage local fort et attirent la confiance des cercles proches, amicaux, familiaux et professionnels. Dans un premier temps, donc, c'est dans ce cadre qu'elles recherchent des volontaires prêts à partir dans le cadre de leur projet ou que des personnes manifestent l'envie d'apporter leur temps et ou leurs compétences au projet de l'association. Et donc, on a des individus en démarche d'engagement qui sont particulièrement enclins à exprimer leur confiance à des organisations qui leur sont familières et qui sont animées par des bénévoles, ici en France ou en Belgique. Et pour cause, ils reconnaissent aux IPSI différents atouts.
dans leurs activités d'appui au développement, et notamment donc, l'échelle des interventions, les effets visibles de ces interventions, l'efficience, donc ça c'est l'argument toujours mis en avant du peu de frais de fonctionnement, voilà, donc 1 euro récolté ici, c'est 1 euro sur le terrain, et la flexibilité de l'association qui évidemment joue aussi pour l'organisation du volontariat avec des travers comme on va le voir. Donc autant d'attraits pour des personnes qui veulent se rendre utiles et découvrir un contexte culturel étranger. Par ailleurs, porteuses de projets parfois très innovants, c'est surtout la proximité avec leurs partenaires locaux et leur capacité à toucher des populations particulièrement démunies qui sont mises en avant par les collectivités locales et par les structures d'appui aux IPSI. Alors, les nombreux responsables d'IPSI que j'ai eu l'occasion de rencontrer parlent effectivement, quant à eux, de relations de confiance, de relations d'amitié qui se créent dans la durée. À ce sujet, en général, les partenaires locaux, d'ailleurs, évoquent cette fidélité et ce soutien inconditionnel des IPSI par rapport donc, au fonctionnement de leur organisation, un soutien qu'ils ne retrouvent pas nécessairement auprès des autres acteurs quand ils collaborent avec d'autres acteurs de type multilatéral ou d'ONG de plus grande ampleur. Et donc, forte de ces qualités, certaines IPSI permettent à des groupes de jeunes, à des retraités, à des salariés, de vivre une expérience de volontariat utile et organisent cette activité de manière régulière et structurée, de manière assez identique à ce que font les ONG spécialisées dans l'envoi de volontaires, mais à une échelle évidemment moindre, mais pour la cause tout autant reconnue. J'ai par exemple en tête une association qui s'est créée en 1995, qui soutient l'éducation primaire au Sénégal et qui, depuis 1996, a envoyé plus de 70 groupes de jeunes et qui a mis en place toute une démarche de préparation, d'accompagnement et de suivi des volontaires et qui est reconnue maintenant pour ça. Bon, ça, c'est un cas belge, mais j'ai le même cas en tête pour la France, parmi d'autres. Voilà. Cela dit, les IPSI représentent un milieu très riche et très diversifié dans les projets qui sont menés, dans les budgets qui sont mis en œuvre, dans les formes partenariales qui sont mises en œuvre, et leur professionnalisme peut varier tout autant, selon toute une série de facteurs, mais notamment donc, selon l'âge de l'association, selon le développement des activités, et selon son degré de structuration et d'ouverture aux collaborations avec l'extérieur. Puisque, bon, s'il faut le mentionner, sur les... Bon, là tout à l'heure, je parlais de 40 à 50 000 IPSI pour la France, mais le chiffre a été revu récemment à la baisse. On tournerait plutôt autour des 30 000 associations. Bon, j'ai les sources, si on peut en discuter tout à l'heure. Mais donc, sur base d'une récente enquête qui a été menée auprès des financements accordés par les collectivités territoriales, donc aux micro-projets ou aux IPSI, selon comment on les appelle, seule une très petite minorité d'entre elles aurait accès à ces financements. Donc 2% pour être plus précise. Donc c'est juste pour montrer qu'effectivement, on a des structures qui sont en contact et qui ont cette volonté d'évoluer, qui sont au fait aussi des acteurs présents dans le secteur, mais on en a d'autres qui fonctionnent uniquement sur fonds propres et elles sont très très nombreuses et elles font des très bonnes choses ou un peu moins, c'est très très diversifié. Et donc pour celles qui sont les moins structurées, si je devais relever 3 problèmes majeurs qui sont régulièrement observés au niveau de ces initiatives, je dirais premièrement le manque de coordination, ici et là-bas, le manque d'harmonisation, donc de prise en compte des politiques publiques nationales, régionales et locales. Ces 2 problèmes sont soit dus à un manque de connaissances, une méconnaissance des acteurs et des institutions pertinents pour l'action, ou à une volonté tout simplement de pouvoir mener son action à bien, sans interférence extérieure. Pour les IPSI les moins structurés, aux activités plus réduites, le partenariat également reste peu formalisé. On a d'ailleurs, comme je le disais, des formes partenariales qui sont très diverses, avec un partenaire qui est distinct ou non des bénéficiaires, avec un partenaire qui préexiste à la création de l'IPSI ou qui se crée à sa suite. Et tout ça influe évidemment sur la bonne réalisation des projets. Et donc ces 3 facteurs réunis entravent la bonne réalisation des projets, avec un réel danger pour ceux-ci de ne pas être suffisamment intégrés dans le contexte local, de manquer de pertinence, voire d'échouer. Bon, ce sont des critiques qui ont été adressées en leur temps aux grandes ONG actuelles, donc voilà, mais c'est juste pour recadrer un petit peu. Et du coup, dans ce contexte, l'arrivée de volontaires peut s'avérer quelque peu compliquée. Et donc, issus des cercles proches, parfois la bonne volonté et le profil peuvent suffire pour envisager un séjour sur place dans le cadre des projets qui sont menés.
sans une réflexion qui soit toujours approfondie sur le projet de volontariat en lui-même, avec une démarche qui peut parfois s'avérer assez autocentrée sur l'individu ou sur le projet tel qu'il est vécu par les responsables des IPSI, et parfois donc avec un manque de concertation avec le partenaire local. Je donne ici des tendances, hein, donc ce n'est pas pour caricaturer, mais ce sont des choses. Deuxièmement, aussi, un défi pour les IPSI, c'est ce passage d'une logique ancrée dans le don, avec les exemples concrets les plus forts, donc ces constructions et ces apports de matériel donc, qui sont toujours très présents au début des IPSI et qui peuvent des fois le rester. Donc ce passage d'une logique de don à une logique partenariale qui favorise la co-responsabilité et la réciprocité. C'est d'ailleurs un défi qu'avait relevé Cécile Milnet de l'AMP à la dernière journée de restitution, donc ce dépassement d'une relation affective à une démarche plus méthodologique. Et donc, dans ce cadre-là, de nombreuses questions se posent aussi, comme est-ce que les responsables, finalement, sont outillés pour canaliser les dons que les volontaires sont toujours tentés de vouloir apporter dans le cadre d'un premier séjour sur place, d'une première expérience dans le Sud. Et enfin, donc, toujours par rapport à cette idée de partenariat peu formalisé, on voit effectivement aussi que du coup la convention, la relation du volontaire, le projet du volontaire reste lui aussi parfois très informel et relativement peu sécurisé au niveau financier, social ou sanitaire. Alors voilà, face à tout cela, globalement, ce qui ressort des recherches, c'est que les IPSI sont peu formés à l'accompagnement des volontaires, avant le départ, pendant la mission et au retour de celle-ci. De leur côté, elles disent qu'effectivement, ce n'est pas toujours nécessairement leur rôle, puisque leur rôle, c'est d'intervenir dans le Sud directement. Donc après, s'il y a des personnes qui veulent participer à ce projet, c'est une bonne chose, mais elles n'ont pas toujours le temps non plus de se former à cet accompagnement. Un accompagnement donc, qui est manquant et qui est reconnu aussi au niveau des structures d'appui, en Nord-Pas-de-Calais et en Belgique francophone. Puisque donc les structures et les dispositifs spécialisés dans l'appui aux IPSI accordent principalement un soutien méthodologique dans le cadre de la mise en place de leurs projets de développement, dans le cadre souvent de la réponse aux appels à projets, mais donc ne sont pas nécessairement outillés pour former les IPSI à cet accompagnement des volontaires avant, pendant et au retour de mission. Par contre, face au manque de compétences et ou de moyens des IPSI, on observe des relations qui se créent entre les ONG spécialisées, les ONG ou les structures spécialisées dans l'envoi de volontaires sur le modèle du portage. Et donc certaines ONG ouvrent la possibilité aux IPSI d'accéder, donc là c'est le cas du VSI, donc d'accéder au statut de VSI pour leurs volontaires, alors qu'elles ne sont pas agréées à ce titre par le ministère des Affaires étrangères et européennes. Et donc, cette pratique du portage permet de garantir la réalisation du volontariat dans des meilleures conditions peut-être que parfois ça ne peut l'être. Alors pour terminer, plutôt, encore. Voilà. Alors pour terminer, on peut se demander finalement quel est le positionnement et le rôle des partenaires au Sud face à cette arrivée parfois déstructurée de volontaires. Comme le disait effectivement Sophie Tors, qui est donc chargée de la cellule d'appui à la solidarité internationale wallonne, elle me disait effectivement le partenaire Sud se voit acculé à l'arrivée des volontaires. Et donc on voit par la création de ce comité de suivi la volonté forte de structurer le secteur. Alors ce comité a été mis en place en 2008. Il a pour mission principale le suivi des échanges Nord-Sud et le renforcement des capacités des partenaires locaux. Alors au départ, le comité était axé sur les échanges éducatifs, mais progressivement, il s'est étendu au secteur associatif dans son ensemble. Alors au départ de la création du comité, il y avait un double constat partagé par les membres qui l'ont créé. Le premier, c'était le manque de réciprocité dans les partenariats, et le deuxième, c'était le manque de lisibilité ou de coordination des projets et des échanges. Et donc, effectivement, quand on discute avec les membres du comité, ils mettent en avant précisément ces initiatives qui agissent en dehors des financements et sur lesquelles on a peu finalement d'emprise si d'elles-mêmes elles n'acceptent pas de se faire connaître, mais tout en relevant effectivement le fait que ces échanges créent une véritable dynamique entre les deux territoires s'ils sont bien structurés pour atteindre les objectifs visés. Donc là, je cite les propos du président du comité de suivi des porteurs de projets. Alors d'une part, ce comité intervient auprès des IPSI
donc pour pallier ce manque de coordination et d'information et renforcer l'utilité des échanges. Donc, il intervient en amont et pendant le déroulement du projet avec un rôle d'appui conseil. En aval, après la réalisation des projets, le comité procède à une évaluation qui est différente de celle faite par les bailleurs quand il y en a, en administrant des questionnaires auprès des partenaires locaux. Il a aussi transversalement un rôle de capitalisation à travers la mise en place de tableaux de bord qui recensent toutes les initiatives du Nord-Pas-de-Calais et Saint-Louisienne ou de Matam pour avoir un panorama donc, des différents acteurs qui interagissent. Et il a édité un guide des bonnes pratiques pour capitaliser les bonnes expériences et les moins bonnes, un guide qui a été édité donc, à destination des partenaires du Sud. Et alors, d'un autre côté, l'expérience du comité de suivi confirme d'ailleurs ce que j'ai pu observer par ailleurs, c'est le déséquilibre qui se crée dans la relation partenariale en raison d'un manque, en raison de faiblesse organisationnelle, technique ou financière de la structure partenaire au Sud. Et donc, comme le disait à nouveau un membre du comité, on a une coopération qui est parfois en décalage avec les possibilités et la capacité de portage des acteurs ici. Et donc, le comité a développé une série de formations destinées à permettre, à encourager en tout cas une montée en qualification des partenaires locaux, à déconstruire certains stéréotypes et à les inciter à renforcer leurs capacités. Donc, des formations sur la recherche de financement, sur l'interculturalité, sur l'accueil des partenaires du Nord. À ce propos, d'ailleurs, ils ont créé une charte du partenariat qui reprend des principes fort similaires à ceux que j'ai pu lire dans la charte du partenariat dont Agnès parlait, et des normes fixées en matière d'accueil également. Des formations sur la problématique du don également. Bien que là aussi, ce qui t'intéresse... Oui, ok, ça va. Donc là, je termine. Et donc, juste pour terminer, donc à côté de ces formations, il y a aussi un fonds interrégional Saint-Louis, Matam et région Nord-Pas-de-Calais qui a été mis en place avec un appel à projet à destination des acteurs saint-louisiens et de la région de Matam, précisément pour les accompagner dans la mobilisation de financements locaux. Donc en conclusion, je vous laisserai donc juste avec ces quelques questions et en précisant, pour les avoir en tête en tout cas, qu'il y a donc deux enjeux majeurs, qui sont ceux qui sont, je continue. Oui, bon, ça va, mais j'ai fini. Non, j'ai fini. Oui.